Et c'est le moment, comme chaque mercredi, de l'œil de l'expert. Chaque semaine, vous le savez, un spécialiste vient dans son domaine répondre à nos questions. L'experte aujourd'hui est Marie-Laure Stéphanie. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Michel. Enseignante en architecture à Junia, l'école d'ingénieurs de la Cato de Lille. Vous en êtes responsable pédagogique domaine bâtiment, aménagement, architecture. Et vous nous emmenez aujourd'hui dans le nord des Hauts-de-France, direction Dunkerque, pour découvrir le FRAC Grand Large, le FRAC pour Fonds Régional d'Art Contemporain. Et oui, je trouvais que c'était intéressant qu'on parle effectivement de ce bâtiment qui a eu plusieurs vies, encore une fois. Donc on est en 1899 et à Dunkerque vont se créer les ateliers et chantiers de France. Ça va permettre de 1899 jusqu'à la fin des années 80 à permettre de développer Dunkerque et de devenir un poumon économique assez fort puisque c'est le 3e plus grand port de France aujourd'hui. Et puis il est associé avec Boulogne qui est plutôt tourné vers la pêche, avec Calais qui est plutôt tourné vers le tourisme. Et puis, mais voilà, dès 1940, malheureusement Calais est gravement atteinte par la guerre, c'est un amas de ruines. Et donc en 1945, le port est même inutilisable, les bassins sont encombrés d'épaves, des quais effondrés, etc. Et donc, il va falloir vraiment mettre en place une politique de reconstruction après la guerre. Et ça, c'était en 1949. En 1900, voilà. À partir de 1949, se crée la halle AP2, qui sont les ateliers de préfabrication numéro 2, qui vont permettre de relancer cette construction navale pendant 40 ans. Alors, on va y construire des paquebots, des cargos, des voiliers. Vous voyez, c'est des grandes dimensions. Les ouvriers vont appeler d'ailleurs cet endroit-là la cathédrale. C'est un bâtiment en métal et en béton. Mais pour qu'on réalise bien, par exemple, vous dites grande dimension, est-ce qu'on a des mesures ? Alors, les mesures, déjà, c'est la hauteur. Ça fait 32 mètres de haut parce qu'on a notamment un pont roulant de 30 tonnes, voilà, qui peut porter à l'époque les pièces de coque très volumineuses et qui permet de faciliter le travail de soudure, d'assembler ces navires qui sont absolument géants et qui a été conservé et qui servira notamment pour les œuvres d'art de très grande dimension après. Mais ça, on en parle après. Ça, on en parle après. Ça veut dire que l'après-guerre, la reconstruction, l'inauguration de la LAP2 gigantesque, qui peut traiter des méthaniers, des paquebots. Dans quel type de matériaux ? Alors, la halle en elle-même, elle va être faite en béton et en métal. Et puis, il faudra attendre il y aura d'autres matériaux qui vont venir se greffer sur la réhabilitation, le projet à côté, mais qui seront dans la même nature que les matériaux actuels. Mais ça, on en parle après quand on est sur le projet. Mais justement, on avance et on arrive tout au début des années 80. On est en pleine décentralisation sur de très nombreux domaines dont l'art sont alors créés les FRAC. Oui, alors on est sur... François Mitterrand est arrivé, il est président de la République et dans ses attributions, voilà, il décide de réformer, de démocratiser, de réformer l'art, de démocratiser l'accès à l'art contemporain, notamment en région. Tout ne doit plus se passer à Paris. Et Jacques Lang, qui est ministre de la Culture à ce moment-là, crée ces fonds régionaux d'art contemporain. Donc, dans le Nord-Pas-de-Calais, en 1983, s'installe le premier FRAC à Lille. Et puis assez vite, ce site, il est trop exigu. Il peut pas accueillir l'ensemble des collections et des activités. Alors, on va chercher un site un peu plus grand en région. Mais alors, Lille, on pouvait le comprendre, mais Dunkerque, pourquoi Dunkerque ? Alors, parce qu'il faut s'ouvrir, effectivement, sur Dunkerque, c'est important parce qu'elle est en train de vivre une désindustrialisation assez forte. Et donc, l'idée, c'est, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont déjà sur l'île. C'est une ville qui est plutôt riche et donc il faut se tourner vers des villes qui sont en difficulté. Donc c'est assez logique et puis on a besoin d'espace et donc dans ces ports, dans ces espaces-là, il y a aussi beaucoup d'espaces qui peuvent accueillir ce futur musée, quoi. Et alors là, en termes de date, donc on est au début des années 80 pour le lancement, la décentralisation de cet art contemporain, 83 pour cette décision d'installer à Lille. En 96,
on s'élargit et ensuite on arrive en 2013. Et oui, parce qu'en 96, donc on s'installe dans l'ancien hôpital de Rosendael, qui est aujourd'hui un monument historique depuis 2015, mais très vite, les espaces sont trop petits. Donc en 2013, on lance un concours d'architecture, le FRAC Grand Large, et puis c'est Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal qui gagnent ce concours dans l'objectif de revitaliser le quartier du Grand Large et de valoriser ce patrimoine, et puis de transformer ce lieu en lieu culturel, en création contemporaine. Alors eux, ils vont réfléchir différemment des autres architectes sur ce concours. C'est pour ça qu'ils vont gagner. Ils vont conserver cette halle historique et ils vont construire son jumeau juste à côté. Alors c'est pour ça que tout à l'heure on parlait des matériaux. Les matériaux, donc on était en béton et en métal pour le côté très industriel, et eux vont conserver effectivement le béton, mais ils vont venir travailler sur des transparences, des ouvertures, la modularité des espaces, et donc avec des matériaux comme le polycarbonate, qui est un des grands matériaux clés avec lesquels ils travaillent. Des tissus et puis le métal aussi qui vient accompagner tout ça. Et ce duo Lacaton-Vassal, c'est pas un duo qui passe sous les radars. C'est un duo identifié, qui a une philosophie bien particulière. Alors ouais, ils ont une philosophie qui est de ne jamais démolir, toujours ajouter, transformer, réutiliser. Ils ont travaillé sur d'autres projets majeurs, le Palais de Tokyo en 2002, l'école d'architecture de Nantes en 2009, et en fait ils vont gagner le grand prix d'architecture, le Pritzker en 2021, grâce à une réhabilitation de 530 logements à Bordeaux en 2017, où c'est une grande barre de logements, et ils décident, au lieu de tout démolir et tout reconstruire, ils décident d'y rajouter des surfaces habitables, tout comme le FRAC là aujourd'hui qu'on vous présente, c'est-à-dire qu'ils vont venir y rajouter des enveloppes, des balcons et des jardins d'hiver. Donc en fait les gens ne changent pas, restent dans leur espace, et ce qu'ils ont en plus, c'est des espaces en plus. Et ça, ils sont extrêmement forts sur cette pratique-là. Donc encore une fois, c'est ne jamais démolir, toujours ajouter, transformer, réutiliser, et puis travailler avec la population, quoi. Une histoire passionnante qui nous mène donc à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il s'y passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il s'y vit? Alors, il y a des expositions, les espaces sont modulables, donc alors ça, il y a des expositions temporaires et permanentes. On peut s'y promener facilement parce qu'il y a une rue intérieure qui vous mène à l'intérieur et qui vous permet de voir ne serait-ce l'architecture. Alors, c'est presque un laboratoire finalement, hein. C'est exactement ce type d'architecture où on le voit de l'extérieur, voilà, c'est intéressant. Et puis quand on y rentre, on vit une autre expérience. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un dialogue très fort entre l'architecture, la mer, les œuvres d'art, la ville, l'histoire. Et on conjugue parfaitement, voilà, ce patrimoine maritime et cette innovation culturelle qui est portée. Voilà. Et on souligne aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous nous disiez que le pont roulant gigantesque qui permettait de transporter des grandes pièces à l'époque permet encore aujourd'hui, mais avec des œuvres. Avec les œuvres d'art, voilà. Avec les œuvres d'art, parce que l'art contemporain, ça prend beaucoup d'espace, voilà. C'est à la fois des grandes toiles, bon, certes, comme toujours, mais c'est aussi voilà, une œuvre d'art contemporaine peut prendre toute une pièce, toute une salle, tout un volume, quoi. Donc, ça demande de l'espace. Encore une fois, un espace, un bâtiment qui a eu une première vie, qui est tombé, qui s'est relevé. Marie-Laure, si on devait résumer ce qui vient d'être dit ou retenir l'essentiel? Optimiser au maximum son patrimoine, les espaces qui nous sont disponibles déjà, décloisonner, réhabiliter, offrir une liberté, voilà, d'appropriation des espaces, travailler, les architectes là ont travaillé beaucoup sur cette transparence, sur l'économie de la matière, sur la simplicité, la modularité. Il y a beaucoup de... C'est très humble en fait aussi comme travail. Donc voilà. D'un point de vue pratique? Et après, alors, le petit mot, je ne sais pas si c'est... Alors, pratique, effectivement, il y a une adresse, hein, c'est à Dunkerque, avenue des Bancs de Flandre. Mais je vous encourage aussi à aller à Dunkerque parce que c'est une ville qui est en train de reconstruire aujourd'hui un tiers de sa ville. Il y a les EPR de Gravelines qui vont aller chercher beaucoup de travailleurs. Au pic du chantier, je veux dire, il y aura 8000 travailleurs. Donc, ça va développer beaucoup d'emplois, beaucoup de logements. Il y a aussi les gigafactories
gigafactories qui sont en train de se mettre en place. Tout ça, c'est en train de se construire. Donc en architecture, c'est aussi intéressant, mais en urbanisme, c'est une ville qui est ultra dynamique au niveau de l'énergie, de la transformation de l'énergie. Et donc tout ça, oui. Et puis il y a plein d'autres lieux d'art à aller voir, mais la ville en elle-même est connaît une nouvelle révolution industrielle qui est vraiment intéressante. Ça peut être dérangeant pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop aussi. Peut-être, mais voilà. Ouvert du mercredi au dimanche, 14h à 18h, 8 euros, 4 euros, ou gratuit évidemment le premier dimanche de chaque mois. Marie-Laure Stéphanie était notre experte cette semaine. Merci d'avoir fait le déplacement. Enseignante en architecture à Jougny, l'école d'ingénieurs de la Cato de Lille, responsable pédagogique domaine bâtiment aménagement architecture. Vous permettez une digression par rapport au FRAC ? Allons-y. Vous côtoyez ces ingénieurs, ces bâtisseurs de demain. Le monde de demain, comment est-ce qu'on s'y prépare ? Comment elle s'y prépare, cette nouvelle génération d'ingénieurs, en termes de formation, de capacité à faire face aux grands défis de notre époque ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les cours qu'on peut donner, toutes les formations qu'on peut donner, elles sont très, très portées sur la transition qu'on connaît d'ici 2030 et 2050, la neutralité carbone. Donc, sur l'économie de la matière, l'économie circulaire, les performances énergétiques, à améliorer. L'isolation de nos bâtiments, moi je suis dans la construction, mais l'ensemble des bâtiments à isoler, le choix des matériaux, travailler local, les filières biosourcées, géosourcées, des vieilles traditions qu'on remet au goût du jour. Ça, c'est déjà bien ancré dans les formations. C'est déjà bien ancré, les étudiants sont tout à fait au courant de ce qui se passe. Il y a des cours qu'on faisait il y a 5 ans sur le développement durable, histoire d'introduire. On n'a plus besoin de le faire, ils sont parfaitement au courant. Vous nous parlez notamment de matière, mais comment est-ce qu'on articule aussi les différentes réalités, planète, ville, village, et puis humain, groupe Alors, il y a des politiques globales qu'on doit avoir. Là, on vient de passer au COP numéro 30. Donc, effectivement, il y a des réunions internationales qui s'opèrent chaque année, tous les 2 ans. L'architecture, aujourd'hui, s'en saisit ? Ah oui, il fait partie de ça. On a des responsabilités très fortes en termes de construction, en termes de consommation d'énergie, de pollution, de gestion des déchets. On ne sait pas trop quoi faire de nos déchets. On est le plus gros producteur de déchets. Le monde de la construction et des travaux publics, c'est 230 millions de tonnes bon, c'est des chiffres incroyables. Mais donc on a une vraie responsabilité. Donc il y a un travail effectivement très global à avoir, des objectifs globaux. Et puis au fur et à mesure, il faut recentrer ces objectifs au niveau européen, au niveau français, au niveau commune, et puis au niveau individuel. Donc on a tous une responsabilité aussi à jouer là-dedans. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de venir répondre à cet entretien et merci pour cette digression. Je rappelle que cette interview va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France ou sur le site rcf.fr région Hauts-de-France. Je vous dis à très bientôt. Oui, à bientôt, merci.